Dans cette vidéo, on va analyser Squid Game sous un nouvel angle. On va voir qu'au-delà des 6 épreuves qui régissent le jeu et que vous connaissez tous, se trouve en réalité un autre jeu bien plus décisif, caché au cœur de l'aventure. Un 7e jeu que je vais vous révéler aujourd'hui. Mais c'est pas tout, en explorant ce jeu caché, on va non seulement comprendre la mécanique principale qui régit Squid Game, mais surtout, on va découvrir la meilleure stratégie à appliquer pour survivre à l'aventure. Donc si tu t'es déjà demandé quelle est la meilleure attitude à adopter pour maximiser tes chances dans tout environnement concurrentiel, que ce soit pour Squid Game ou la vraie vie, eh bien reste jusqu'au bout car tu es au bon endroit. Sur ce, prépare-toi à mettre en application la théorie des jeux, à mener des réflexions philosophiques sur les comportements humains en société, et enfin, à voir à quoi ressemble le monde selon Squid Game. Aujourd'hui, spéculation. Cette molécule, c'est la caféine, et perso, j'en consomme beaucoup sous forme de café classique pour tenir le rythme entre YouTube et mon travail. Mais récemment, j'ai pris l'habitude de remplacer mon café de l'après-midi par un shaker de la gamme Energy de chez Oli. C'est frais, c'est bon et ça contient de la Newcaf, qui pour faire simple est une forme innovante de caféine faisant un effet plus long terme et plus contrôlé. Genre pas de crash énergétique comme on peut l'avoir avec les cafés traditionnels. Dans cette gamme Energy, on retrouve une palette large de saveurs, mais moi c'est clairement Tropical Tiger que je valide le plus. Donc avant le taf, je fais mon petit shaker, j'ajoute de l'eau fraîche, je secoue comme il faut, je rajoute des glaçons et je sirote ça en début d'après-midi pour rester bien concentré devant mon PC. Et Oli Energy, ce n'est qu'une des 3 gammes de boissons sans sucre que propose Oli. Il y a aussi la gamme Iced Tea, puis la gamme Hydration. Enfin, tu trouveras forcément ton bonheur sur leur site, où il y a toutes sortes de boissons aux arômes et colorants naturels. D'ailleurs, comme tu peux le voir, ils m'ont envoyé plein de produits différents, dont leur pack découverte, qui est l'option que je te recommande clairement pour tester. Tu y retrouveras plein de sachets parmi leurs 3 gammes principales, pour facilement trouver tes goûts préférés qui t'accompagneront par la suite au quotidien. Je suis très content de travailler avec Oli, c'est une marque européenne, je trouve qu'ils ont un branding de fou, ils proposent des alternatives plus saines et plus écologiques à l'industrie des boissons soft, et surtout, je trouve ça vraiment bon quoi. Bref, si après l'avoir vu passer plusieurs fois, t'as enfin envie de tester Oli, je te mets mon lien en description, tu vas sur leur site, tu utilises mon code GOTABOR5 pour avoir 5 € de réduction sur ta commande, et voilà, t'as plus qu'à déguster pour rester hydraté. Sur ce, on peut commencer. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous aimez les courses de chevaux? Vous n'êtes que des animaux. Des chevaux dans une course. Voilà, ça c'est Squid Game, des ultra riches qui enferment des pauvres criblés de dettes dans une arène pour contempler leur lutte désespérée et parier sur celui qui s'en sortira le mieux. Rien qu'avec ça, on comprend le sens de lecture classique de la série. Squid Game est une allégorie des inégalités sociales dans notre société. On a les VIP, à savoir les élites qui tirent les ficelles, les gardes, des sbires faisant respecter les règles sans se poser de questions, et enfin les candidats, dont l'aventure reflète cette lutte acharnée pour la survie individuelle dans un système capitaliste. Un système où l'espoir de réussir est brandi comme une promesse aux yeux de tous, mais où la réalité est bien différente. Il n'y a pas de place pour tout le monde, la méfiance prend vite le dessus sur la coopération, et même si tu arrives au bout, tu ne seras plus jamais le même. Mais tout va bien, puisque dans ce chaos, on vous promet une chose, l'équité entre tous les candidats. Ici, les joueurs jouent à un jeu équitable et sont tous dans les mêmes conditions. Ces personnes souffraient d'inégalité ou de discrimination dans le monde. Nous leur offrons une dernière chance de se battre de manière juste et de gagner. Oui, dans cette nouvelle société, tout le monde a des chances égales. Chaque candidat a la même tenue numérotée, mange les mêmes repas, participe aux mêmes épreuves, et personne ne peut tricher face à ça, puisqu'aucun favoritisme n'est toléré. Sauf qu'évidemment, comme on va le voir durant toute la vidéo, cette prétendue équité est un mirage, étant donné que de base, comme dans la vraie vie, tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes. Oui, dans cette société sans règles strictes, chacun décide en effet de ses propres limites, comportements, ce qui a tendance à créer un environnement assez chaotique. Et si on veut réellement comprendre ce qui se passe dans ce chaos, va d'abord falloir assimiler un concept de base qui régit les interactions sociales dans un environnement concurrentiel. Un concept inévitable quand on s'intéresse à la survie individuelle dans une société capitaliste. La théorie des jeux.
La théorie des jeux, c'est un concept qui tire ses fondements du livre Theory of Game and Economic Behavior, publié en 1944. Donc de base, cette théorie, elle n'est pas vraiment là pour analyser des jeux au sens classique du terme. Mais comme l'indique le nom du livre, son ambition initiale, c'est juste d'appliquer des modèles mathématiques au monde de l'économie. Tous les acteurs économiques sont alors vus comme des entités confrontées à des choix dont l'influence aura des conséquences observables. Typiquement, si comme dans notre exemple, on étudie la décision de maintenir ou de baisser ses prix pour 2 opérateurs téléphoniques, notre objectif sera d'étudier l'impact des décisions prises, afin de comprendre les mécaniques globales du marché, et donc l'intérêt qu'on aurait à prendre une décision plutôt qu'une autre. Et comme vous le voyez, on présente les résultats obtenus dans des matrices, qui en l'occurrence, ici, nous permet de comprendre pourquoi, avant l'arrivée de Free sur le marché, aucun opérateur n'avait intérêt à bouger ses prix, tant que l'autre ne les bougeait pas. Une dynamique qui va bien sûr se retrouver complètement bouleversée une fois qu'un nouvel agent arrive dans le jeu avec des prix cassés. Bref, tout ça pour dire qu'en théorie des jeux, on analyse des agents qui interagissent entre eux et qui font face à des choix dont les outcomes auront un impact sur les autres agents. L'objectif étant alors de rationaliser notre situation pour comprendre comment faire le choix qui maximise nos gains en sortie. Voilà ce qu'on appelle un jeu en théorie des jeux. Vous comprenez ainsi que ce type de modèle, de par sa simplicité apparente, est étendable à plein de domaines différents. Notre cadre ne se limite donc pas à l'économie, mais bien à toute situation où des agents s'affectent les uns les autres par leurs actions. Or dans Squid Game, on a justement affaire à 456 agents interdépendants, dont les décisions hors des jeux et dans les jeux auront une influence sur ce qui va se passer. Et mieux encore, il se trouve que parmi les outils d'analyse que propose la théorie des jeux, il y en a un qui est tout indiqué pour notre situation. Donc prépare-toi à prendre la bonne décision et laisse-moi te poser le fameux dilemme du prisonnier. Commence par imaginer 2 individus A et B armés sur le lieu d'un braquage par exemple. La police les arrête et les sépare alors chacun dans une pièce différente pour leur faire la même proposition. Ils peuvent soit décider de ne pas balancer, un choix coopératif vis-à-vis de l'autre prisonnier, soit décider de trahir l'autre en parlant à la police. Et chaque choix a bien sûr des conséquences connues au préalable par chacun des prisonniers. C'est-à-dire que si A trahit alors que B reste silencieux, le traître s'en sort sans prison, mais l'autre prend 10 ans ferme. Et de manière symétrique, si A protège pendant que B balance, c'est la situation inverse. Puis enfin, si les deux se dénoncent mutuellement, ils écoperont tous deux de 5 ans de prison, et à contrario, si aucun ne parle, ils auront tous les deux une peine minimale de 1 an pour complicité. Et c'est alors en voyant cette matrice finale que tu comprends très bien où se situe le dilemme. Même si la protection mutuelle est la meilleure option pour le groupe, puisqu'elle fait juste perdre 1 an de liberté aux deux, et bien individuellement, trahir semble être le meilleur choix. Puisque trahir, c'est 0 année au mieux et 5 ans au pire, donc 2,5 ans en moyenne, alors que se taire, c'est 1 an au mieux ou 10 ans au pire, donc 5,5 ans en moyenne. Voilà pourquoi dans ce dilemme, ne sachant pas ce que va faire l'adversaire, la trahison est ma stratégie dominante, compte tenu de ce que je sais. C'est celle vers laquelle je devrais rationnellement me tourner, comme si c'était plus intelligent de faire le choix égoïste. Bref, cette expérience de pensée, elle ne paraît rien comme ça, mais elle est à l'origine d'énormément de travaux servant de base pour l'étude scientifique des lois morales et des comportements sociaux. Et ça tombe bien parce qu'on va nous aussi l'utiliser pour analyser Squid Game. Si je résume à ce stade, on a donc un cadre d'étude et on a compris ce qu'on entendait par jeu en théorie des jeux. Il est donc l'heure de révéler ce fameux jeu caché dans Squid Game. Si jusqu'ici tu te dis que le dilemme du prisonnier ça ne représente rien de concret, que c'est juste une situation hyper spécifique qui évoque rien en soi, bah je suis d'accord avec toi. Mais s'il est si populaire, c'est parce que c'est un modèle d'interaction qu'on peut utiliser dans plein de situations bien concrètes. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la coopération et de la compétition, le dilemme du prisonnier pointe le bout de son nez. Or dans Squid Game, tous les candidats ne sont rien de plus que des prisonniers d'un même jeu, au sein duquel plein de petits dilemmes se déroulent à chaque instant. Puisque chaque joueur doit sans cesse décider s'il veut coopérer avec les autres pour augmenter ses chances à long terme, ou trahir pour maximiser ses chances de survie individuelle à certains moments clés. Mais le truc, c'est que chaque candidat est bien différent, ils ont tous une histoire, un tempérament, et pour notre étude comportementale, on doit prendre en compte ce paramètre. Ainsi, on pourrait classer tous les candidats sur un spectre, du plus enclin à la trahison au plus coopératif, pour simuler les mécaniques qui interviennent quand tous ces acteurs sont réunis. Mais ce serait trop complexe. On va donc aller à l'essentiel et simplement distinguer 2 types de candidats.
Deux profils qu'on va faire interagir entre eux comme dans des dilemmes du prisonnier, afin de montrer que dans Squid Game, tout comme dans la vie, il y a une certaine dynamique qui nous mènera inévitablement vers ce qu'on peut appeler un cercle vicieux. Vous allez comprendre où je veux en venir très bientôt. Mais pour le comprendre, faut qu'on commence par présenter le premier de nos deux archétypes, le joueur intègre, celui qui a un sens moral jugé comme bon. L'exemple typique, c'est un candidat comme Ali, parfaitement altruiste dans chaque situation, voire même beaucoup trop, pour survivre à un jeu comme Squid Game. Mais bien sûr, il n'y a pas que lui dans cette catégorie, on y retrouve en réalité la majorité des joueurs qui dans ce nouvel environnement jugent d'abord qu'il faut rester intègre pour survivre longtemps. Quand les lumières s'éteindront, si tu te sens en danger, viens nous rejoindre, on se regroupera tous ici. N'hésite pas. Et ces joueurs intègres, si on devait définir leur fonction d'utilité, à savoir la valeur qu'ils donnent à chaque situation dans des confrontations avec les autres joueurs, eh bien on estime que le maximum de leur fonction d'utilité serait la coopération mutuelle, car ils sont intègres après tout, puis qu'ensuite ils valoriseraient une trahison de leur part pendant que l'autre coopère, parce que c'est quand même leur vie qui est en jeu, et enfin on retrouverait la double trahison, qui n'est pas confortable, mais qui est préférable au pire scénario, celui où je crois avoir un allié qui est en fait un traître amoral. Et oui, les valeurs de cette fonction sont aléatoires, mais leur but c'est juste de chiffrer la façon dont on estime qu'un joueur valorise les résultats d'un jeu. De la même manière, les concepts trahir et coopérer sont volontairement généraux, mais on voit bien comment à chaque fois dans Squid Game, ce sont des actes de coopération et de trahison qui font avancer les joueurs et le jeu. Toujours est-il que si on faisait interagir deux joueurs intègres avec la fonction supposée, eh bien on obtiendrait la matrice suivante. Une matrice dans laquelle on voit qu'il n'y a pas vraiment de stratégie dominante, puisqu'en coopérant, notre joueur intègre aura plus 4 ou plus 1 selon que l'autre joueur le trahisse, et s'il décide de lui trahir, eh bien il aura plus 3 ou plus 2, donc 2,5 en moyenne dans les deux cas. Mais le cas de figure le plus gagnant reste tout de même celui où les deux joueurs coopèrent. On peut donc supposer que nos joueurs intègres miseront sur la coopération, ce qui fait sens, mais on n'oublie pas que ce n'est pas leur stratégie dominante et que trahir reste tentant pour eux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En attendant, rien qu'avec les joueurs intègres, on a certes un équilibre coopératif, mais qui est relativement bancal, et on n'a toujours pas introduit le deuxième type de joueurs, les joueurs sournois. Pour les décrire, l'exemple de Sang-woo est le plus parlant, puisque c'est un joueur qui révèle son côté sournois de manière crescendo au fur et à mesure que le jeu avance. Il commence en effet de manière coopérative, en aidant son ami Ji-hoon au jeu du 1-2-3 soleil et en rejoignant une alliance qui lui permettra de survivre à la nuit sanglante. Sauf qu'entre-temps, il opère déjà à une première trahison silencieuse au jeu du Dalgona, en décidant de ne pas partager à ses alliés ce qu'il avait deviné du jeu. Séparons-nous comme Sang-woo le préconise alors. Je suis d'accord. On fait comme Sang-woo a dit. On se sépare. Et on verra comment ça se passe. Et après, son visage sournois se révèle petit à petit, avec d'abord sa fameuse trahison envers Ali au jeu des billes, puis avec l'acte lâche qu'il commet envers celui qui les avait pourtant aidés au jeu des vitres, pour finir par sombrer complètement dans la trahison avec le meurtre de Sae-biok juste avant l'épreuve finale. Enfin, on voit bien que Sang-woo est un joueur orienté trahison depuis le début, mais que stratégiquement, il ne le révélera que tard dans le jeu, quand il estime que les alliances n'ont plus rien à lui apporter. De toute façon, le jeu en soi, tel qu'il est pensé, nous amène parfois à coopérer de manière forcée, comme avec le tir à la corde, ou parfois au contraire, il nous oblige presque à privilégier la trahison si on veut aller plus loin, comme avec l'épreuve des billes. Bref, au regard de ça, pour la fonction d'utilité des joueurs sournois, on va tout simplement inverser les deux premières valeurs de celles des joueurs intègres, car ça fait sens de dire que ces joueurs sournois préfèrent trahir pendant que l'autre coopère, mais qu'ils accordent tout de même de l'importance à la double coopération, tant elle est essentielle au début du jeu. Et cette simple inversion, dans la fonction d'utilité du joueur sournois, elle ne paraît rien, mais quand on modélise l'opposition entre un joueur sournois et un joueur intègre, on voit bien qu'elle change absolument tout, puisque cette fois-ci, la trahison apparaît comme une stratégie dominante pour le joueur sournois, puisqu'elle lui offre soit 4, soit 2, à savoir 3 en moyenne, et ce, contre seulement 3 ou 1, donc 2 en moyenne pour la coopération. Ok. Tout ça, c'est bien beau, on a cette matrice, on a celle qu'on a établie jusqu'avant, mais qu'est-ce que je veux montrer avec tout ça ? Bah mon but, c'est juste d'essayer de rationaliser tout ce qu'on voit. C'est de comprendre qu'avec uniquement des joueurs intègres, on pouvait s'attendre à un environnement coopératif pas loin de basculer vers la trahison, mais qu'alors en ajoutant les joueurs sournois, on vient forcément briser cet équilibre pour inévitablement tendre vers quelque chose de plus chaotique. Un chaos favorisant les joueurs sournois, qui ont une fonction d'utilité alignée avec la survie individuelle à tout prix,
et un chaos qui pour les joueurs intègres les force soit à s'adapter à cette nouvelle norme, soit à être éliminés. D'où l'idée que j'avais évoquée d'un cercle vicieux auquel on ne pourra pas échapper. Squid Game est un jeu vicieux auquel on joue forcément avec des coups bas. Et avec du recul, bien sûr que même sans modélisation, ces résultats étaient prévisibles. On peut même aller plus loin en disant que c'est tout à fait légitime d'adopter le comportement des joueurs sournois. Puisqu'après tout, dans Squid Game, c'est ta vie qui est en jeu. Donc si ça peut te permettre de survivre, trahir est parfaitement compréhensible. La réalité, c'est que tu as tué un innocent. Ressaisis-toi un peu! Je te rappelle juste qu'on va devoir tuer tout le monde ici. Pour partir avec la récompense. Tu devrais plutôt m'être reconnaissant d'avoir fait le sale boulot pour toi. Parce que oui, faut pas oublier que tous les joueurs qui sont dans ce jeu, ils ont voulu de leur plein gré y revenir. Et s'ils sont revenus, c'est pour gagner. Donc en faisant ça, ils ont d'une certaine manière déjà accepté la mort de tous les autres candidats. Et en partant de ce constat, est-ce que la manière dont ces autres candidats meurent a finalement tant d'importance? Bah justement, il est l'heure d'élargir le débat en se questionnant sur le comportement humain dans une société où la morale s'effondre. Et ce afin de répondre à la vraie question importante dans Squid Game. Quand on s'intéresse aux personnages des gardes dans Squid Game, on réalise que l'aventure qu'ils vivent est bien différente de celle des joueurs. Eux sont dépersonnifiés, masqués, ils doivent suivre des règles strictes et ont des missions bien précises à effectuer, mais une fois ces tâches accomplies, ils n'ont pas de grand dortoir commun où faire leur vie. Ils rentrent chacun dans leur studio individuel et n'ont aucune interaction avec les autres gardes. Un cadre qui garantit leur bonne conduite et empêche toute sortie de route par rapport à ce que les maîtres du jeu attendent d'eux. Et on comprend bien que si on appliquait le cadre des gardes aux candidats, bah on évincerait toute la dimension qui induit les aspects sociaux et stratégiques qu'on vient de mettre en lumière. Oui, dans cette situation, l'aventure des candidats serait bien différente. Squid Game se jouerait uniquement au niveau des épreuves, donc exclusivement sur de la chance et des skills. Ce constat, il permet de réaliser l'importance de l'environnement proposé aux acteurs d'un jeu. Typiquement ici, pendant que le cadre des uns est donc strict et réglementé, celui des autres est d'apparence volontairement beaucoup plus libre. Puisque dans cette mini-société qu'est celle de Squid Game, il n'y a que 3 règles à respecter, qui sont toutes très simples et qui ne fixent pas de limites claires. C'est tout? Y a que ça? Mais alors s'il n'y a pas de règles, c'est que c'est aux joueurs de faire leurs propres règles. Et dans cette situation, la plupart des joueurs, déboussolés, continueront de simplement vivre selon le code moral du monde extérieur. Pendant que d'autres, conscients de ce qu'implique le manque de loi, tireront avantage de cet effondrement des règles sociales et adapteront leur conduite, en choisissant par exemple de tuer leurs adversaires pour augmenter leurs chances. Et c'est justement cette divergence des comportements qui est à la source du déséquilibre qu'on a mis en évidence. Bref, maintenant qu'on a compris la nature du problème auquel sont confrontés les candidats, pour trouver des réponses à notre question, on peut commencer par se demander ce que pensent les philosophes de cette situation, celle où l'absence de règles morales partagées plonge les individus dans une sorte de zone grise, un espace ambigu où chacun est face à lui-même pour décider du comportement qu'il va adopter. Dans cette situation, pour Thomas Hobbes et son ouvrage Le Léviathan, les hommes se retrouvent alors dans un état de guerre de tous contre tous. Et selon lui, sans structure pour réguler les comportements, les individus adoptent alors des stratégies de méfiance et de rivalité, parce qu'ils ne peuvent plus compter sur les autres pour coopérer ou respecter des normes de conduite. Maintenant, si on regardait du côté de Nietzsche, il nous encouragerait probablement à faire abstraction de tout ça, et à simplement exercer notre volonté de puissance dans ce chaos. Ce serait alors à chaque individu de trouver la force en lui pour s'imposer, de forger ses propres valeurs et sa propre morale pour naviguer dans ce monde sans repères. Puis finalement, Jean-Paul Sartre, quant à lui, rappellerait sans doute que même dans l'absence de règles, chacun doit porter la responsabilité de ses choix, et que les décisions qu'on va prendre reflètent les valeurs que l'on souhaite incarner. Ce sont tes choix qui définissent qui tu es. Préférerais-tu alors trahir tes valeurs pour survivre comme Sang-woo, ou plutôt rester intègre, quitte à mourir avec les honneurs comme Ali? Enfin, tout ça pour dire que les meilleurs comportements à adopter dans un cadre sans règles sociales restent un sujet de débat philosophique, mais en revenant cette fois-ci au côté plus pratique du dilemme du prisonnier, eh bien il semble que dans un tel environnement où les comportements des uns influencent directement celui des autres, la posture la plus judicieuse à adopter pour survivre soit celle du juste milieu. Un peu comme avec la stratégie donnant-donnant dans un dilemme du prisonnier itéré. Donnant-donnant, dilemme itéré. Quoi?
Oui, je ne vous ai pas tout dit sur ce sujet, c'est-à-dire que toute la réflexion qu'on a menée sur ces dilemmes, elle était basée sur un modèle à 2 joueurs pour une décision unique, mais la réalité de Squid Game ou de la vie en général est bien plus complexe. Déjà, il n'y a pas que 2 agents qui entrent en jeu, il y a plein de joueurs en interaction, et surtout, des opportunités de trahir ou coopérer, on en a une multitude en série, et chacune des décisions prises aura une répercussion pour la suite. Faire un choix impacte mon futur, mais aussi la manière dont les autres me voient. Tu comprends alors que l'aspect répétabilité de l'expérience est essentiel à prendre en compte. Or justement, l'idée de tester la stratégie idéale dans des dilemmes du prisonnier itéré a déjà été réalisée, et c'est selon moi cette expérience qui donne les leçons les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'en 1981, le scientifique Robert Alexrod a organisé une sorte de tournoi où s'opposeraient toutes les stratégies possibles dans le cas d'un dilemme du prisonnier itéré. Il a alors demandé à la communauté scientifique de lui soumettre toutes sortes de stratégies variées à tester, afin qu'il puisse les simuler par ordinateur, dans le but de voir la stratégie qui l'emporterait sur un grand nombre de tests. Dans les stratégies proposées, on retrouvait par exemple la stratégie gentille, qui consiste à coopérer à chaque itération, la stratégie méchante, qui elle consiste à trahir à chaque fois, la stratégie rancunière, qui consiste à coopérer par défaut mais ne faire plus que trahir une fois qu'on m'a trahi. Enfin, il y avait plein de stratégies, même là aléatoires, mais parmi toutes celles proposées, celle qui donna les meilleurs résultats fut la stratégie donnant-donnant, qui tout simplement consiste à commencer par coopérer, puis à continuer en faisant systématiquement le même choix que celui de mon adversaire au tour précédent. Une stratégie assez neutre moralement donc, entre la gentille et la rancunière on peut dire, mais une stratégie qui semble plutôt juste, qui est basée sur l'optimisme et qui accorde même le pardon. Voilà ce qu'on entendait par une approche équilibrée donnant-donnant. Il faudrait donc instaurer une initiative de coopération dans ces comportements de prime abord, mais rester prudent dans des cadres incertains et ne pas hésiter à riposter si on est trahi. Je pense à un truc. Pourquoi on marche pas ensemble ? On pourrait former une équipe solide de copains comme à l'armée. Oui, avec du recul, si quelqu'un incarne bien cette stratégie du donnant-donnant, c'est le gagnant de Squid Game, que certes on a rangé avec les joueurs intègres, mais qui comme on l'a vu, a tout de même ses phases plus fourbes où il n'hésitera pas à trahir. C'est-à-dire que Ji-hoon, sa stratégie par défaut, c'est clairement la coopération. Il n'est jamais vraiment individualiste dans ses attitudes, et il cherche à intégrer tout le monde. Mais pour autant, il n'hésitera pas à trahir Oh Il-nam au jeu des billes quand ça devient une question de vie ou de mort, et de la même manière, c'est lui qui, à l'aube de l'épreuve finale, fait du pur donnant-donnant, en proposant à Sae Biok de s'allier avec lui contre Sang-woo, suite à sa déception vis-à-vis de ce dernier. Faisons équipe tous les deux. Pour le prochain jeu. Ça y est, on arrive au bout de cette tentative pour lier Squid Game à la théorie des jeux. C'était pas facile, mais j'ai tenté quelque chose parce que je voulais vraiment parler de cette expérience du dilemme du prisonnier itéré, qui bien qu'elle évite ses limites, donne je trouve des leçons assez intéressantes et applicables dans la vie en général pour toutes nos interactions. Et surtout, je trouve ça très intéressant de voir que là où ce que semblait montrer la version non itérée du dilemme, c'est que la stratégie égoïste où on privilégie nos intérêts est optimale, et bien au contraire, ce qu'a constaté Robert Axelrod pour la version itérée, c'est que ce sont les stratégies coopératives qui sont finalement plus bénéfiques sur le long terme que les stratégies égoïstes. Et de manière plus générale, il tirera également comme constat que les meilleures approches doivent combiner 4 points communs. Il ne faut pas être le premier à trahir, il faut réagir au comportement de l'autre joueur, il ne faut pas chercher systématiquement à le battre, et il faut éviter les stratégies trop complexes. Bref, pour réussir dans la vie, il faut être gentil, pas jaloux, réactif et ne pas jouer au plus malin. Alors oui, c'est bien beau la stratégie donnant-donnant, mais ça ne vous garantira pas de gagner Squid Game, puisqu'évidemment, si vous n'avez pas de skills et surtout de chance sur les épreuves, vous serez de toute façon éliminé. Et justement, à la base, je voulais faire une vidéo où j'analyse la science derrière la réussite de ces épreuves, mais ça m'a saoulé donc j'ai vite abandonné. Malgré tout, si on devait donner un tips général pour augmenter ses chances dans les épreuves, ce serait probablement toujours cette idée d'exploiter l'absence de règles strictes pour se créer ses propres règles finalement. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent le mieux dans ces jeux, c'est souvent ceux qui improvisent des stratégies intelligentes, certes non prohibées, mais vers lesquelles personne ne va t'orienter si t'y penses pas. Typiquement dans l'épreuve des Dalgona, les candidats ils ont un bonbon et une aiguille, mais ça veut pas dire que c'est en utilisant l'aiguille que tu vas réussir. Et ça, Ji-hoon, il l'a bien compris. D'ailleurs, c'est aussi lui qui, par exemple, pense à garder une bille de l'épreuve précédente au cas où, ce qui va effectivement servir dans l'épreuve des vitres.
Enfin voilà, faut toujours jouer avec les frontières des règles et être plus malin que les autres. La règle disait qu'on pouvait obtenir les billes de son adversaire en jouant à n'importe quel jeu, pourvu qu'on n'ait pas recours à la violence. À aucun moment je n'ai utilisé la violence. Sans oublier bien sûr l'importance du facteur chance dans cette course, qui est inévitable et au cœur même de l'aventure Squid Game. Bref, hâte de voir la saison 2 donc, j'espère que ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas, et de mon côté, je remercie encore Oli de m'avoir accompagné aujourd'hui. Il propose vraiment un produit que j'affectionne, donc si vous avez jamais goûté, je vous encourage à aller voir les packs découvertes en profitant de mon offre via le lien en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année, c'était Gotabor, out.